Et alors, la contrainte que l'on voit là maintenant, c'est, alors vous parliez d'éteindre le Wi-Fi quand on part en vacances, et ben c'est ce que nous annonce le gouvernement avec, oui, éteignez le Wi-Fi, éteignez les lumières quand vous n'êtes pas dans une pièce. Enfin, vraiment, on voit une panique au Et niveau de fermez quand même le l'Europe. robinet d'eau, on ne sait jamais, quand vous Ah avez oui, fini de vous laver les dents, voilà. ça peut servir aussi. Et donc, on voit une vraie panique au niveau du gouvernement et au niveau de l'Europe qui s'est fâché avec Poutine et qui maintenant est quasiment sûr que cet hiver, on va avoir un choc énergétique important. Et j'aimerais un peu que vous nous parliez de cette crise énergétique. Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi on en arrive là, en fait? Quel est le problème sous-jacent? Alors, au niveau des gouvernements, hein, que ce soit au niveau français ou européen, on fait surtout face à de l'amateurisme et de l'incompétence. C'est vraiment ces deux mots-là, amateurisme, incompétence. Qu'est-ce qui va se passer? Comme on n'a pas anticipé ces problèmes-là, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur le Covid, hein, on s'est pris le mur. Ça n'a pas été très, très agréable, hein, parce que le Covid, c'est finalement un rationnement à grande échelle. Hein, quand on vous dit, vous restez chez vous, vous ne bougez pas. Ouais. Mais là, ce qui va se passer, c'est que donc les prix vont quand même augmenter. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, sur le gaz, on a fait multiplier par 8 hein, en Europe. Et sur l'électricité en France, parce qu'en plus, on a notre problème de nucléaire, pour les prix à horizon de l'hiver, c'est x16. D'accord? Donc, c'était plutôt 50 euros du mégawattheure. Ah Là, oui, fois ça 16. sera 8 x16. Là, ce sera 800 euros du mégawattheure. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi, qui payons notre kilowattheure aujourd'hui 15, 16, 17 centimes? C'est que au lieu que ce soit 15, 16, 17 centimes, ce sera 1 euro. Donc, c'est x5. Et donc, alors bien évidemment, les prix ne sont pas répercutés directement parce qu'on a des contrats avec des prix qui sont régulés, avec des prix qui sont fixés, etc. Mais à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un paie la facture. Et donc, le bouclier fiscal, le bouclier énergétique, l'argent magique, ça dure un temps. Mais là, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a annoncé le 14 juillet, on arrête le quoi qu'il en coûte. Et donc, on va faire peser ça sur les gens les plus aisés pour pouvoir protéger les gens les plus modestes qui, eux, si vous voulez, la part de l'énergie dans leur budget, et notamment le budget contraint, est bien évidemment beaucoup plus importante que pour les autres ménages. Et donc, c'est eux qui vont plus pouvoir se déplacer, c'est eux qui vont plus pouvoir se chauffer. Est-ce qu'on aura des coupures? Pour l'instant, sur le gaz, c'est possible, hein. Moi, je misais sur un scénario où les Allemands allaient se réveiller parce que, comme c'est encore un pays industrialisé, contrairement à la France, ils consomment du gaz pour leur industrie et leur industrie souffre beaucoup. Et leur balance commerciale aussi. Et accessoirement, comme leur balance commerciale, c'est la balance commerciale de l'Europe, l'Europe souffre aussi. Et donc, je m'étais dit que les industriels allemands allaient peut-être revenir à la raison et convaincre leurs dirigeants de pouvoir essayer de trouver une solution dans ce conflit-là. Mais ça, c'était avant de lire une lettre qu'a écrite il y a quelques jours Olaf Scholz, qui est assez... qui m'a pas l'air sur cette longueur d'onde-là, qui m'a l'air plutôt assez remonté contre M. Poutine. Il a peut-être ses raisons, mais je sais que sa prédécesseur, Angela Merkel, je n'ai aucun doute qu'elle aurait réussi à trouver des solutions. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait fait hein, quand elle avait mis en place les accords de Minsk avec la France, François Hollande, l'Ukraine et les séparatistes. Donc, je suis pas très optimiste sur le gaz. Donc, je vais commencer à me faire un petit benchmark des radiateurs électriques, peut-être inertie sèche, bain à huile. Peut-être m'en acheter 2, un par chambre, pour pouvoir passer l'hiver tranquillement, parce que moi, j'ai une chaudière à gaz, chauffage central, donc je suis un peu dans la cible. Je vais peut-être quand même ramoner ma cheminée. Je suis assez bien équipé en pull, mais l'hiver va être compliqué. Alors, pour nous chauffer, mais au-delà de ça, si vous voulez, pour l'industrie consomme beaucoup de gaz. Donc, Ouais. par exemple, vous fabriquez une voiture électrique, vous fabriquez sa batterie, elle est fabriquée au gaz, la batterie. Pourquoi? Parce qu'on utilise un four. Donc, le four, le meilleur rendement, c'est avec du gaz. Donc, on ne pourra même plus fabriquer une voiture électrique, quoi. Oui. Et alors, vous disiez, je reviens un petit peu en arrière, vous disiez, ça va être les plus aisés qui vont supporter la facture de l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. Enfin, les plus aisés, si on compte que le décile le plus riche, de toute façon, il n'y aura jamais assez d'argent, donc ils ne sont pas assez nombreux.
Et ça veut dire que c'est la classe moyenne supérieure ou la classe moyenne tout court qui vont payer Oui. pour On va dire les moins pauvres, si vous préférez. C'est ça va être les moins pauvres. Donc, on va essayer de protéger les 20% les plus modestes, parce que eux, sinon, ils vont aller si vite se faire des barbecues sur les ronds-points, ce qui est accessoirement sympathique. Et donc, c'est les 80% derrière qui vont pisser. Et oui, de toute façon, à la fin de l'histoire, c'est toujours les classes moyennes qui trinquent. Donc, ce sera une fois de plus pour elles. Ouais, et donc, là, dans le schéma un peu apocalyptique que vous nous avez donné. Ah non, l'apocalypse, c'est le conflit nucléaire. On n'en a pas encore parlé. Oui, non, mais alors on va rester à l'étape d'avant. Voilà. Celui où on a très froid cet hiver. Donc, globalement, par contre, est-ce qu'on a un problème sur l'électricité? C'est-à-dire que là, vous dites, je vais avoir du problème sur le gaz, donc je vais acheter des radiateurs électriques. Ouais. Est-ce qu'on va avoir des problèmes que sur le gaz et on est tranquille sur l'électricité, ou est-ce qu'on va aussi avoir un gros problème sur l'énergie électrique, puisque les centrales à gaz ne pourront pas marcher, par exemple? On a aussi un problème sur l'électricité. Moi, j'ai été conseiller scientifique chez France Stratégie pendant 4 ans. On a publié un rapport, qui n'est pas d'ailleurs le mois, mais en novembre 2020, janvier 2021 d'ailleurs, qui a été publié, sur la sécurité d'approvisionnement électrique en Europe. On soulevait déjà qu'il y avait un souci. Et ça, c'était avant de se passer du gaz de M. Poutine. Si, là, on a 50% des réacteurs qui fonctionnent, on espère que, alors forcément, il y a du rechargement, on recharge le combustible aussi à l'été, il y a des maintenances, mais il y a aussi ces problèmes de fissures qui ont été décelés. Si on se retrouve avec la moitié de notre parc nucléaire en hiver, ça va pas marcher. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. En parallèle, on rappelle qu'il y a quand même des pays qui ont fermé leur capacité nucléaire, la Belgique, l'Allemagne qui, à mon avis, reviendra sur sa décision. Et donc, je pense, sans prendre trop de risques, que vous aurez encore des réacteurs nucléaires qui fonctionneront l'an prochain, alors qu'ils sont censés s'arrêter à la fin de l'année. Mais oui, si on se retrouve à une période de froid anticyclonique, pas de vent en hiver, ça va être compliqué. Donc, il va y avoir des délestages. Alors, il y a déjà des mécanismes qui existent pour couper les industriels qu'on appelle électro-intensifs, en tout cas en France. Mais vraisemblablement, ce ne sera pas suffisant. Donc, on aura probablement des délestages tournants. Ou alors, ils vont utiliser, est-ce qu'ils ont tous installé chez vous et vous ne saviez pas pourquoi, ce qui s'appelle le compteur Linky, pour piloter un peu ça. Si je veux m'amuser un peu, même si ce n'est pas très drôle, ils pourraient, au point où ils en sont, ils pourraient presque dire je rationne l'électricité à ceux qui n'ont pas leur passe vaccinale, quoi. On sait qu'ils parfois ils ont des idées un peu loufoques. Ça, c'est le genre de truc auquel on peut s'attendre. Même si ça me paraît très poussé, mais avec ces gens-là, on n'est jamais à l'abri. On va avoir un pass électrique en plus du pass vaccinal. Un pass électrique, un pass énergie. Ça serait merveilleux. Ce qui a été mis en place au Sri Lanka. Sri Lanka, vous avez maintenant un pass carburant. Alors, je ne crois pas que ce soit indexé sur le vaccin, pour vous rassurer, mais ça s'appelle le rationnement. C'est ce qui se passe, si vous voulez, dans tous les pays contraints. Un bon exemple et une bonne vidéo à aller visionner, ça s'appelle « Comment Cuba a survécu au pic pétrolier ». Vous la trouverez aussi en anglais. « How Cuba survived peak oil ». Ça dure 50 minutes. Et il vous montre comment, en 1990, quand du jour au lendemain, ils ont dû se passer d'un tiers de leur pétrole, comme nous, et c'était du pétrole russe, comme nous, eh bien, ils se sont organisés sur le transport, avec des vélos, avec des semi-remorques qu'on convertit en bus, de l'autostop, sur la nourriture, avec des potagers urbains. Le chauffage, il n'y a pas besoin de chauffer, mais pour le coup, les ventilateurs, c'était un peu plus compliqué. Et donc, et puis, ils ont rationné la nourriture. Ça a été très, très difficile pour Cuba, ce qu'on appelle la période spéciale. Et donc là, quand on a une contrainte, on est obligé de rationner. Et parce que si on n'organise pas le rationnement, ça s'appelle la guerre civile après. Mais alors ça, ce sont des solutions, le terme est péjoratif, mais des solutions de pauvres, quoi. Enfin de pays pauvres. Non, le rationnement, c'est ce qu'on a fait aussi en France après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des solutions de pays sous contrainte et qui n'ont pas le choix. Mais est-ce qu'il y a une façon d'éviter ce choc de fin d'année que l'on va avoir
d'une manière plus générale, de revenir à quelque chose, à une vie normale où on n'a pas. Moi, de toute mon enfance, j'ai jamais eu de problème d'électricité, quoi. On m'a jamais dit à la fin de l'année, mon petit garçon, faut que tu mettes une couette parce qu'il n'y aura pas de chauffage. Alors, il y a une façon d'y arriver, mais elle est très compliquée parce que les hommes politiques n'ont pas l'habitude de le faire. Ce serait que nous tenions nos engagements. D'accord ? La France et l'Allemagne se sont engagés en 2008 à ce que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN, parce qu'elle reste neutre. C'était la position de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. La France et l'Allemagne se sont engagés en 2015 à faire respecter les accords de Minsk, notre engagement. Ce sont grosso modo les deux revendications de M. Poutine. Donc, si après le troisième, c'est qu'il aimerait quand même bien mettre en place son tuyau Nord Stream 2 dans lequel il a été investi 10 milliards d'euros. Mais donc déjà, si nous respections nos engagements, si nous respections notre parole, ce qui a priori n'est pas très courant chez nous, on pourrait envisager une désescalade du conflit. Il y a un premier élément de désescalade que j'ai vu aujourd'hui, qui sont que les Ukrainiens et les Russes se parlent en Turquie pour essayer de résoudre le problème des exportations de céréales. C'est plutôt un bon signe. On voit que M. Erdogan, vraisemblablement, est un peu la pièce maîtresse, et donc c'est avec lui que pourra se jouer cette désescalade. Donc une désescalade du conflit d'ici la fin du mois de septembre. Les Russes, ils ont leur gaz, ils ont qu'à appuyer sur un bouton. Ça permettrait effectivement de passer l'hiver de manière plus sereine. Mais comme on a quand même fait un bond de 70 ans en arrière avec la Russie, en termes de relations internationales, ça va pas être facile, quoi. À moins que, par le plus grand des hasards, M. Poutine succombe d'un cancer, d'un assassinat, ou tombe dans ses escaliers. Et dans ce cas-là, effectivement, une fois que M. Poutine n'est plus là, on peut reprendre des relations différentes avec la Russie. Mais tout dépend qui le remplace. Tout dépend qui le remplace. Oui, tout dépend qui le remplace, bien évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est sûr que tant qu'il est là, il va falloir que ça va être un petit peu compliqué. Donc, moi, je garde espoir sur une désescalade, le retour de la réelle politique, le fait que les Allemands n'ont pas envie de se suicider, n'ont pas envie de finir de scier la branche sur laquelle ils sont assis, et les Européens non plus, parce que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et on le voit bien. La commission Madame van der Leyen, qui décide de la pluie et du beau temps sur qui peut faire des émissions de télé et qui peut pas, ce qui n'est pas exactement son mandat, maintenant elle va obliger les pays de tous réduire leur consommation de gaz de 15%. Mais ils ne sont pas d'accord. Les Espagnols ont dit, mais non, vous êtes gentils. Moi, je me suis organisé pour mon gaz. Je ne dépends pas forcément de M. Poutine. Je ne dépense pas de manière démesurée. Je ne vois pas pourquoi j'ai abaissé ma consommation pour que toi, en Allemagne, qui m'a piqué toutes mes exportations depuis 2000 avec l'accès de l'euro, tu puisses avoir ton gaz pas cher et continuer à piquer mes exportations. Donc, non, moi, je ne vais pas baisser mon gaz de 15%. Et donc, moi, j'ai l'impression que l'Europe, qui s'imaginait renaître de ses cendres au début de l'année, une nouvelle puissance est née, etc., je pense que c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. On s'est d'abord tiré une balle dans la jambe, et puis après, on a décidé de la couper, parce que finalement, il fallait couper la gangrène, donc on est sur une jambe. Quelle est l'étape d'après? Je ne sais pas, mais à mon avis, sur l'Europe, quand on voit ce qui se passe sur l'euro, etc., je suis pas très optimiste. Et puis, dans un monde sous contrainte, généralement, les gens ont plutôt tendance à tirer la couverture à eux que la donner à leurs voisins. Mais alors, on voit que ça va très mal se passer cette fin d'année, que après, on espère que ça se passe mieux. Enfin, rien. Il y a un scénario où ça se passe bien. Le scénario de la désescalade, ça se passe bien. Mais le problème, c'est que comme les Américains font tout pour gagner cette guerre, vous avez deux États qui ne peuvent pas perdre la guerre, qui sont la Russie et les États-Unis. Donc la solution ne peut pas venir de ces deux États-là. La solution doit venir d'ailleurs pour trouver un processus de paix. Eux n'iront pas chercher ce processus. Donc c'est à nous, la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron pourrait peut-être inscrire son nom dans l'histoire en mettant fin à ce conflit et devenir peut-être un grand homme. Ce ne serait peut-être pas suffisant, mais ce serait déjà une chose qu'on retiendrait de lui. Je veux dire, ce qu'on a retenu de son prédécesseur,
c'était le mariage pour tous. Alors moi, il faut reconnaître que François Hollande, il a quand même signé ces accords de Minsk, qui sont plutôt une bonne chose qu'il aurait fallu essayer d'appliquer.